Bonsoir à tous, toutes et à tous. Bienvenue à l'Annecy Lancy pour ce que l'on accueille de l'extérieur, grand public ou universitaire, étudiants d'autres composantes aussi. Les étudiants de l'école sont là. Donc pour ceux qui font un exposé, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'enregistrer avec votre téléphone. J'espère que ça va capter d'assez loin, de manière à ce que vous puissiez compléter votre prise de notes en réécoutant éventuellement l'enregistrement. Cette table ronde est filmée, donc la captation se passe en régie. Donc l'auditoire, rassurez-vous, vous n'êtes pas filmé, donc c'est de dos. Donc il n'y a pas de problème par rapport de droit à l'image. Ce sont uniquement les intervenants qui sont filmés et l'archive vidéo sera valorisée sur notre chaîne YouTube. Donc on espère aussi que pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion et l'opportunité de venir ce soir, ils pourront rattraper en visionnant. Alors, à côté de moi, vous le connaissez sans doute, Axel Marmande, qui est en génie civil, 3e année. Dans l'auditoire des collègues, le directeur adjoint de l'école. Est-ce que Youssef, tu veux dire quelques mots? Non. Youssef, juste souhaiter la bienvenue. Merci Youssef. On va sans plus attendre débuter, comme ça on aura le temps d'échanger après avec l'auditoire. Ce que je dois vous dire, c'est qu'à l'issue de la table ronde, un petit pot sera installé, un pot de convivialité sera installé avec de quoi se restaurer, type apéro, boisson et cacahuètes, chips, rien de très bon sur le plan nutritionnel, mais qui permet d'attendre le repas. Donc on compte sur vous pour rester avec nous, comme ça vous pourrez aussi échanger en off avec nos intervenants, sans les accaparer trop longtemps bien sûr, parce qu'eux aussi veulent rentrer chez eux et retrouver leur famille et autres activités. On débute. Est-ce que vous entendez bien déjà? Pour ceux qui sont au fond, Kevin? J'entends, ok. Oui, tout le monde se demande qui est Kevin. Et Nadine, j'entends bien aussi. Nadine Cognier, qui est la responsable du service communication de l'université, que je remercie. Comment? Communication, n'importe quoi. Culture, art et culture. Grosse erreur, pardon. Alors, sans plus attendre, Charline, vous avez 2 micros sur le plateau, ils sont allumés, donc Charline peut dire quelques mots et vous voyez sa photo en action, une photo du populaire que j'ai reprise ici. Donc, bonjour à tous, voilà, je suis athlète au Limoges Athlé, spécialisée en demi-fond. Donc sur la saison hivernale, je fais du cross. Là, cette année, j'étais spécialisée en cross-court. Et l'été, je suis sur le 3000 steeple et je fais aussi du 1500 mètres. Voilà. Alors, on peut applaudir. Alors, Pablo Faye. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis étudiant en management du sport en 3e année. Je suis aussi sportif de haut niveau depuis quelques temps sur la course de haies, 110 mètres. Et puis, j'ai une histoire un peu atypique puisque je suis greffé d'un rein. Voilà, ça fait un an que j'ai eu cette greffe. Sophie Rouleau. Oui, alors moi je suis ancienne étudiante STAPS Management aussi, mais ça date un peu évidemment. Ancienne sportive de haut niveau en boxe française savate, donc c'est une discipline de sport de combat pied-point. Et puis j'ai créé ma propre structure associative, je fais de l'insertion à travers le sport, j'accompagne des sportifs de haut niveau et je fais des interventions auprès de France 3. Voilà.
Donc bonjour à tous, Marie Bessodou. Donc je ne suis pas sportive, mais je suis directrice générale de la Fondation partenariale de l'Université de Limoges et je suis là au titre de cofondatrice avec Alexandre et Charles Dudognan qui n'est pas présent aujourd'hui du fonds Unisport, qui est un fonds qu'on a créé fin d'année dernière et qui a pour but d'accompagner et de soutenir les étudiants et étudiantes sportifs de haut niveau de l'Université de Limoges. Bonjour, Alexandre Maléry, je vois que j'ai le même pull que sur la photo. Donc, enseignant placé auprès du département STAPS sur les filières management du sport et entraînement sportif, ancien sportif de haut niveau et sportif professionnel, on fera peut-être la distinction tout à l'heure, référent des sportifs de haut niveau et accessoirement directeur sportif du club de rugby de Limoges, l'USAL, et ça me permet du coup de faire une passe à mon voisin. Bonjour à toutes et à tous. Donc Simon Dupuis, comme vous voyez, avec de belles oreilles, enfin une qui a plutôt chargé. Donc la photo le montre. Je suis entraîneur de rugby. J'ai également joué avant. J'ai pas été joueur professionnel ou joueur de haut niveau. Je me suis forgé entraîneur avec le temps. Il y a 15 ans, je comprenais rien à ce que je faisais sur le terrain. Et puis au fur et à mesure, on s'est intéressé au jeu, à ce qui se passait. Donc aujourd'hui, je suis entraîneur des avants de l'USAL et entraîneur général. J'entraîne également la sélection nationale suisse qui a joué pour la première année. Je fais un peu de pub là-dessus parce que c'est exceptionnel. Qui s'est maintenu au 2e niveau européen. Par exemple, on joue contre la Géorgie, etc. Et on s'est maintenu, c'était jamais arrivé, ce qui est plutôt exceptionnel. Donc c'est top, un super projet. Et l'an dernier, pour compléter mes formations fédérales, à savoir j'ai un diplôme d'État, un diplôme d'État supérieur. Donc aujourd'hui, si l'USAL monte en top 14 un jour, je peux y entraîner, voilà, ou dans le monde pro. Mais j'ai souhaité compléter ça avec une formation sur la dimension collective, qu'on appelle le diplôme universitaire de haute performance collective, qui se fait à Dijon, parce que je pense que les formations qu'on voit dans le domaine fédéral doivent être complétées par quelque chose d'annexe. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de prendre du recul sur ma manière de faire, d'entraîner, dont je vais vous parler ce soir. Voilà. Merci. Alexandre, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par sport de haut niveau et est-ce qu'il y a des différences peut-être entre un sportif de haut niveau et le sport de haut niveau ? Alors oui, déjà, peut-être avant de lancer la table ronde, il faut bien distinguer ce qu'est un sportif de haut niveau et un sportif professionnel, parce que si on doit faire un sondage, je pense, dans la ville de Limoges, tout le monde dira que les sportifs de haut niveau sont richissimes. Sauf que donc il faut bien distinguer les choses. La première, c'est que le sportif professionnel répond en fait à une marchandisation du sport par rapport à un niveau de performance, c'est-à-dire que si aujourd'hui en France on est très 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 bon, excellent en football, on a la chance de très bien gagner sa vie. Si on est très 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 bon en taekwondo, ça sera plus difficile. Donc en fait le sportif professionnel répond à une valeur marchande d'un niveau de pratique. Et donc derrière sport professionnel, il y a des contrats de travail de joueurs professionnels. Donc là, c'est pas l'enjeu de la table ronde de ce soir. La table ronde de ce soir, c'est de parler du sport de haut niveau. Et donc là, le sport de haut niveau, nous sommes sur une reconnaissance institutionnelle, donc du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport. En France, nous avons environ 16 000 sportifs de haut niveau. Que côté sport professionnel dont je vous ai parlé, il y en a 7 000. Après, il y a un chevauchement, c'est-à-dire qu'on a des sportifs professionnels qui sont également reconnus sportifs de haut niveau. L'exemple numéro 1, c'est Kylian Mbappé, qui est sportif professionnel. Je crois que son salaire mensuel, c'est 6 millions d'euros. Donc, il est sportif professionnel, me semble-t-il, il vit de sa discipline. Mais il est également sportif de haut niveau, puisque champion du monde. Donc, lui, il coche les deux cases. Mais pour autant, au Limoges CSP, nous avons des sportifs professionnels qui ont un contrat de travail, mais qui ne sont pas sportifs de haut niveau. Donc côté sport de haut niveau, 16 000 sportifs de haut niveau, nous en avons environ 6 000 qui sont reconnus d'un point de vue ministériel. Alors je vais vous passer les listes, il y a des listes relève, élite, reconversion, etc. Et donc sur ces sportifs, 6 000 sportifs de haut niveau, il faut savoir qu'ils sont reconnus sportifs de haut niveau puisque c'est une reconnaissance de niveau de pratique, c'est-à-dire qu'ils ont performé sur des niveaux de compétition de référence qui sont les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde ou championnats Jeux Olympiques, Paralympiques. Donc
Donc déjà pour performer et être médaillable sur ces compétitions-là, on parle vraiment de sport de haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, nous avons encore ce qu'on appelle la haute performance. Et donc c'est environ 350 à 500 sportifs de haut niveau, je ne rentre pas dans les détails, qui eux relèvent de la haute performance de l'Agence nationale du sport. Donc bien distinguer en résumé, et pour répondre à ta question, le sport professionnel, ils vivent de ça, marchandisation du sport par rapport à un niveau de pratique, et le sport de haut niveau, où on en a 16 000, mais il y en a environ 9-10 000 qui sont sur des structures d'accès au niveau qui s'appellent des pôles espoirs, notamment ou des centres de formation, et on en a environ donc 6 000 qui sont référencés par le ministère. Et dernière chose, pour casser un peu les préjugés, sur ces 6 000 sportifs de haut niveau, en 2015, nous en avions 40% qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, donc à 1 000 € par mois. Donc là, je parle bien de sportifs de haut niveau qui ont été médaillés, champions de France, ou aux championnats d'Europe, championnats du monde, ou Jeux olympiques paralympiques. Donc 42% vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Là, les dernières recherches que j'ai faites hier soir, mais qui ne sont pas encore fraîches, l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est le bras armé du ministère des Sports, a fait une enquête en 2023. Et donc là, on a 62% de ces sportifs de haut niveau qui vivent avec 1 500 € par mois. Donc ce qui n'est pas énorme, parce qu'encore une fois, on parle de sportifs de haut niveau, voire de trop haut niveau. Et ça a été un peu masqué par l'Agence nationale du sport, qui a mis en place des aides de droit commun pour les sportifs de haut niveau, pour qu'ils performent aux Jeux olympiques et paralympiques. Sauf que là, ces aides se sont arrêtées puisque les Jeux Olympiques Paris 2024 sont terminés. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir l'effet rebond, mais je crois que l'effet rebond, il ne va pas être vers le haut, mais plutôt vers le bas, pour voir dans 2-3 ans quel sera le niveau de précarité. Est-ce qu'il sera plus bas ou plus haut, voilà. Et je crains que malheureusement, il soit un peu plus bas. Donc la réalité, elle est ça là, le sport de haut niveau, et on les voit, ils sont étudiants, ils ont besoin de bosser à côté pour gagner leur croûte à mi-temps, et 42% pensent à arrêter le sport de haut niveau du fait qu'ils vivent dans la précarité. Donc voilà un peu la réalité du sport de haut niveau, et pas du sport pro, même si encore dans le sport pro, et j'arrête, même si encore dans le sport pro, il faut relativiser les choses, on n'a pas que des Kylian Mbappé, parce que le salaire moyen en foot, c'est 120 000 €. Ce qui est beaucoup, mais avec des deltas en termes de rémunération qui sont exorbitants. Mais même en sport professionnel, au Limoges CSP ou au Limoges Handball, on a des joueurs qui sont à 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, donc ce qui ne permet pas d'assurer les arrières toute la vie. Voilà. Merci beaucoup pour ces clarifications. Justement, pour cette première séquence, Sophie Rouleau, en termes de carrière, est-ce que tu peux faire part de ton expérience et de comment tu as combiné sportif de haut niveau. Sport et Alors, oui, moi j'étais étudiante en STAPS. En effet, j'ai bénéficié d'un accompagnement sur les études, c'est-à-dire, en tout cas, j'ai pu étaler mes études. C'est-à-dire que mon DUG, puisqu'à l'époque ça s'appelait un DUG, ce que vous appelez maintenant la licence, je l'ai fait en 3 au lieu de 2. Et ma maîtrise, c'est-à-dire la 4e année, je l'ai fait en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait en effet le DESS. Donc ça, moi, je bénéficiais juste d'un étalement d'études, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en 1 année mes études, et je n'en étais pas capable, je les ai fait en 2 ans. Mais à côté de ça, j'étais aussi surveillante, ce qu'on appelait pionne à l'époque. C'était réservé notamment pour les étudiants. Donc c'était un travail que je faisais en parallèle de mon sport de haut niveau. Et c'était pour financer, en effet, mon autonomie, parce que je cherchais à avoir un appartement à côté du lieu d'entraînement, qui était à côté de la faculté. Et ensuite, j'avais des entraînements 2 fois par jour. Donc, en effet, l'emploi du temps était chargé. Financièrement, j'avais aucune aide. J'ai eu une aide, en effet, régionale à l'époque. Et je vivais avec mon salaire de pionne. On n'avait pas forcément une grande visibilité. Donc, on n'avait pas beaucoup de sponsors. Ça existait très peu. Ça s'est développé par la suite parce que la savate a commencé, en effet, à prendre un peu plus d'essor et à se médiatiser, à passer un petit peu plus au niveau des médias. Donc il y a maintenant un certain nombre de sportifs de haut niveau qui arrivent à vivre de quelques partenaires financiers, mais ça reste minime parce que ça reste une discipline qui est quand même pas qui apparaît pas aux Jeux Olympiques, donc on n'a pas ces aides-là. Donc évidemment, j'ai toujours entendu dire fais tes études d'abord.
j'ai fait ce que j'ai pu pour faire mes études, mais en effet, c'était pas le sport de haut niveau qui était le plus reconnu et l'accompagnement était minime. Donc on était en effet dans cette précarité-là, même si j'ai eu de la chance, si on peut dire, d'avoir un poste de surveillante à proximité de mon lieu d'entraînement et d'études. J'essayais de tout gérer à proximité et j'étais pas surveillante ni en Creuse ni en Corrèze, j'étais juste à côté. Mais ça nécessitait une certaine organisation en effet. Et ta carrière, elle a duré combien Elle a de duré temps une dizaine d'années. En fait, j'ai fait plusieurs titres de championne de France en boxe française, savate, également universitaire, parce que je représentais l'université, championnat du monde, championnat d'Europe, 2 titres de championne du monde, à la fois en assaut et en combat. C'est 2 types de disciplines. Assaut, on doit toucher, mais maîtriser ses touches, et combat, on a droit au KO, etc., la puissance que vous voyez à la télé. Moi, j'ai fait les 2 formes de combat et d'affrontement. Et ensuite, je suis passée sur du full contact parce que je cherchais à faire d'autres disciplines. J'ai fait full contact et sanda. Et là, j'ai été récupérée par des clubs. Alors, full contact, j'étais à La Rochelle. Le seul avantage, c'est que j'allais de temps en temps à La Rochelle. C'était le seul. Sinon, je m'entraînais sur un club sur Limoges. Et le sanda, je l'ai fait ici. Donc, j'ai essayé de performer dans 2 disciplines pour me faire plaisir et pour découvrir autre chose. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres sports de combat et voir un petit peu le fonctionnement de ces autres sports de combat. Mais il n'y avait pas d'apport financier du tout. Et il y a une dimension professionnelle aussi Alors, il n'y a aucune dimension professionnelle. En fait, c'est un choix de fédéral qui disait qu'en effet, l'argent apportait autre chose dans la discipline. Ce qui est vrai, c'est que ça peut apporter des dérives et qui voulait rester sur ce fonctionnement. Somme toute, à un moment, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre pour s'entraîner. On a besoin de se nourrir correctement. On a besoin de payer des diététiciens. On a besoin de payer de la préparation mentale, parfois de la préparation physique. Et si on veut aller à un haut niveau de performance, ça ne peut pas se faire de façon approximative. Et tout ça, ça se fait en effet quand on a des moyens financiers. Et il faut pouvoir accompagner ces jeunes dans ces étapes-là. Il y a en effet la dimension quotidienne des déplacements, mais il y a aussi, si on veut aller sur de la haute performance et être concurrent, on ne peut pas aborder la compétition seul. Et il faut s'équiper, il faut s'entourer. Et s'entourer, ça devient onéreux, évidemment. Alors des fois, les clubs peuvent le faire, parfois non. Donc c'est là qu'on peut faire la différence. Et ça se joue tellement, le haut niveau, ça se joue à un détail le jour même, mais un détail dans la préparation et qu'il faut à chaque fois essayer d'aller chercher ce détail. On a tous à peu près au haut niveau les mêmes qualités physiques, les mêmes qualités mentales, sauf que c'est l'accompagnement supplémentaire que vous allez apporter qui va permettre à ce sportif de haut niveau d'exceller. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très bien accompagnée, que mon entraîneur de boxe française a essayé de se documenter et à faire en sorte qu'on se prépare physiquement, et on était même en avance sur la prépa physique à l'époque sur la boxe française. Moi sur mes tests physiques en équipe de France j'étais au-dessus des autres féminines, mais grâce à mon entraîneur qui lui-même était bénévole, et c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je crois qu'en effet le nerf de la guerre, c'est cet accompagnement-là. Et cet accompagnement, pour qu'il soit de haut niveau, il faut en effet qu'il soit financé et finançable. Alors on parlera effectivement de l'accompagnement, via la fondation notamment. Les sponsors, Sophie, il y en avait aussi ? Très peu parce qu'il faut du temps pour le faire. Déjà, il faut du temps, et puis il faut savoir le faire. Et je peux vous assurer qu'encore à mon âge, aller chercher des sponsors, c'est extrêmement compliqué. Il faut une formation pour ça, faut savoir se vendre. Et quand on fait du sport de haut niveau, on est là pour exceller dans notre discipline, et c'est déjà pas facile. Mais savoir se vendre, c'est un métier. Il y a des gens qui font des études pour ça, et ce n'est pas forcément notre qualité première. Ça veut dire qu'il faut à un moment être capable d'aller vers les autres et de mettre en avant ses valeurs, ses valeurs et ses qualités. Difficile de se mettre en avant quand on est sportif de haut niveau. La plupart des sportifs de haut niveau sont un peu dans l'ombre. Vous les verrez rarement en avant, se mettre en avant, parler de leur performance devant tout le monde. C'est vraiment pas le caractère des sportifs de haut niveau. Donc là, en effet, il faut également être accompagné pour aller chercher des sponsors, et il faut avoir le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Et des agents éventuellement.
Des agents, alors ça dépend de certaines disciplines, mais il faut une personne qui s'occupe que de ça et qui va aller démarcher des entreprises qui correspondent à vos valeurs. Et actuellement, en plus, le tissu économique, on est dans quelques difficultés économiques, on le sait tous. Donc c'est extrêmement difficile. Donc après, il faut peut-être aller chercher des mécènes, ça peut être une solution, mais là, il faut une structure support pour les mécènes, une structure associative. Et un sportif de haut niveau ne porte pas forcément une association pour récupérer les mécènes. Alors justement, ils sont là, les sportifs étudiants de l'Université de Limoges. En tout cas, on en a 2 aujourd'hui que l'on remercie. On vous remercie tous, d'ailleurs, bien sûr. Donc pas facile de parler de soi, mais vous y êtes amenés ce soir. Donc on voudrait vous entendre nous parler effectivement de cette entrée dans le haut niveau, de votre engagement, quand est-ce que ça bascule, les premières contraintes, mais aussi les premiers jours, tout ce qui va avec. Moi personnellement, voilà, je me suis mis à l'athlétisme parce que j'aimais faire la course avec mes copains et je gagnais assez régulièrement. Donc je me suis mis à ce sport, mais en fait l'entrée dans le haut niveau, je ne l'ai pas spécialement prévu ni vu venir. C'est arrivé quand je suis rentré au Pôle Espoir. Voilà, tout s'est structuré. Au début, j'étais dans un club assez familial et j'y allais plutôt pour les copains. Et puis rapidement, donc j'ai fait des bonnes performances et j'ai été contacté par le Pôle Espoir de Limoges. C'est une fois que je suis rentré dans ce pôle que je me suis rendu compte des portes que pouvait ouvrir le sport de haut niveau. Et c'est aussi grâce à ça que je me suis investi et motivé pour continuer. En plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir une structure voilà, assez solide et assez organisée avec un coach et puis le club qui mettait en place des aides financières, etc. Donc là, je me suis rendu compte que le sport de haut niveau pouvait déboucher sur des choses. Et puis, quand j'ai intégré la licence STAPS, Management du sport, je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup aux opportunités et aux contacts et aux réseaux qu'on pouvait se créer. Donc le sport était pour moi le moyen et reste le moyen de m'assurer peut-être un avenir. Et donc, comme disait Sophie, donc les études sont absolument essentielles et nécessaires. Et moi, je pense qu'il y a une grande partie du temps où je me suis motivé à faire du sport, finalement pour les études et pour les peut-être opportunités professionnelles que je pourrais avoir grâce au sport et aux différentes rencontres que je serais amené à faire et que je suis amené à faire. Merci. Alors Charline, toi tu n'es pas du tout dans un cursus STAPS, puisque tu es en Alors, céramique industrielle voilà. ici. C'est ça, donc je suis actuellement ici à l'école d'ingénieur de l'ENSIL. Donc moi, le haut niveau, c'était pas du tout prévu. J'ai commencé très tard par rapport à Pablo, parce qu'il y a 1 an et demi, je m'entraînais 1 fois par semaine. Vraiment, c'était full plaisir. Il n'y avait pas du tout une recherche de performance, etc. Et quand j'ai commencé à m'entraîner un peu plus, petit à petit, les résultats sont venus. Puis il y a eu une recherche de performance. Et c'est en fait comme ça que vient, on s'entraîne plus, on s'entraîne malgré la fatigue, malgré ceci, malgré cela, etc. Et c'est là que vient le haut niveau, dans le sens où le sport n'est plus juste un plaisir, mais c'est vraiment une recherche de performance. Et le stress qui va avec, la pression c'est sûr, il y a vraiment un équilibre exigeant entre faire les études et en plus avoir le sport à côté. C'est sûr que le stress, il y en a beaucoup et surtout, c'est vraiment mentalement, je pense, le plus dur dans tout ça. Ok, merci. Alors on prendra les questions tout à l'heure. Je voulais écouter Simon également sur ton quotidien en tant qu'entraîneur équipe semi-pro à l'USSAL. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors déjà nous on a une équipe construite essentiellement de plus réactifs. Donc c'est des joueurs qui jouent à un très bon niveau de pratique, la 5e division française, mais qui également ont un travail 35-40 heures. Donc faut arriver à faire avec la singularité de chacun, leur velléité aussi, mais aussi leur contexte professionnel. Donc ça c'est la première chose, arriver à prendre en compte justement leur projet individuel, leur projet personnel. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un fonctionnement de staff aussi,
Donc c'est à la fois prendre soin des joueurs, mais aussi prendre soin du staff pour lequel j'ai la responsabilité. Et puis dans tout ça, c'est arriver à maintenir un cap autour de valeurs qu'on construit pour développer la motivation, co-construire une identité collective qui permet derrière d'être dominant quand on va sur le prévert, quoi. Mais avant ça, en back-office, il y a tout un travail de structuration, de partage avec les joueurs, de co-construction avec le staff, pour arriver à maintenir toutes les aspérités que peuvent mettre l'environnement sur le groupe, l'environnement proche du club et l'environnement externe, donc clairement la famille des joueurs ou même leur travail, arriver vraiment à cadenasser ça pour que les joueurs se sentent bien quand ils sont au club et soient performants. Et il y a quelque chose de très important sur lequel je voudrais appuyer, c'est arriver à créer du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sport de haut niveau. Nous, on n'est pas sur un très haut niveau de pratique, mais sur un bon niveau, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un philosophe qui le disait sur la scolarité, il n'y a pas de plaisir sans apprentissage. La performance, c'est pareil. S'il n'y a pas la notion de plaisir, impossible d'être performant. Alors, on a parlé des objectifs, enfin, en tout cas c'était sous-jacent. On va basculer sur une séquence en lien avec le fait que maintenant qu'on est dans le niveau, une fois qu'on l'a atteint, pour y rester et gérer, donc on parlait de la pression, mais gérer aussi la fatigue, les blessures éventuelles. Charline, tu parlais justement d'équilibre fragile. On voit que On voit que la boxe est un sport assez impactant. Alors, excusez-moi, j'ai lancé un peu vite. On a eu l'occasion de rencontrer, grâce à Alexandre Maléry, Tanguy Faramond-Pesser, boxeur. Et c'est Axel qui a réalisé cette interview avec Johanna également, de la communication. Donc on va écouter un court extrait. Il nous parle justement de blessures et on enchaînera avec les sportifs présents. Il n'a pas pu être là et tant mieux pour lui parce que ça veut dire qu'il a le feu vert, il m'a dit un feu orange, pour faire des compétitions, sinon il aurait été avec nous. Donc on a bien fait d'enregistrer. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a des risques associés peut-être à tout ça ? Forcément, quand on pense à boxe anglaise, on pense d'abord aux risques cérébraux, parce que c'est le sport de combat qui est le plus touché là-dedans, parce que quelque part, c'est presque le but d'aller chercher à faire mal. Donc, par exemple, pour faire une demande de licence pro, il faut passer un IRM cérébral pour voir s'il y a des lésions dans le cerveau. Et c'est vrai que même nous, en tant que boxeurs, on assiste régulièrement à des images très violentes. Où même nous, qui sommes peut-être un peu plus habitués, ça nous choque presque. Par exemple, des images où des personnes tombent à travers les portes du ring, j'en ai déjà vu. Ou des personnes qui se relèvent mais qui sont complètement désorientées, qui titubent, qui s'accrochent à une corde pour essayer de se relever. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et même au-delà des chocs, en fait, tout simplement, au niveau des traumatismes des mains, comme je t'en parlais tout à l'heure, on voit des personnes qui ont mal aux mains mais qui continuent ou qui se déboîtent l'épaule, par exemple. Et par exemple, pour revenir au traumatisme, j'ai presque envie d'évoquer mon expérience. Moi, l'an dernier, sur mon premier combat de la saison, j'ai eu une vive douleur sur un de mes coups, mais bon, on n'avait pas le choix. L'adrénaline, puis la volonté de gagner, tout simplement, on continue, quoi. Et après ça, j'ai passé une radio, et on m'a dit que j'avais rien. On m'a dit que c'était les tendons, j'ai fait des échos, j'ai fait des cures anti-inflammatoires, je suis allé voir des kinés, des ostéos, je suis même allé voir des guérisseurs un petit peu. J'ai été désespéré, j'ai tout tenté, et il a fallu que je rencontre un médecin du sport qui me dise non, là il y a vraiment un problème dès qu'il m'a touché la main, en fait. Et donc là, je te raconte ça, j'avais fait un combat, 2 combats, 3 combats, 4 combats, 5 combats. Et à chaque fois, je finissais le combat, j'avais la main qui tremblait, j'étais paralysé et c'était hyper douloureux. Et au final, il s'avérait que c'était bien une fracture du scaphoïde. C'était d'ailleurs juste avant mes championnats de France universitaires. Et là, la question s'est posée. Donc, tu vas te faire opérer, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Mais est-ce que je peux les faire ? Et donc, j'avais appelé le médecin du sport. Il m'avait dit en soi, bon, la fracture n'est pas très belle, mais
elle s'est pas déplacée, donc on peut se dire que si elle s'est pas déplacée en 5-6 combats, elle va pas se déplacer forcément, et il y a peu de risques qu'elle se déplace encore. Et donc j'avais fait mes championnats de France universitaires, j'avais gagné, et donc c'était, je pense, un des plus beaux souvenirs où je me suis dit, mais je pars en opération, mais je pars la tête haute. Et donc l'opération, vu que ça avait pris du temps entre la blessure et le diagnostic, parce que la blessure c'était fin septembre, début octobre, le diagnostic c'était en mars, et donc l'opération s'est faite en juin. Et donc il s'agissait quand même d'un prélèvement de la greffe iliaque, c'est une greffe iliaque, donc il prélève un bout d'os au bassin, grosso modo, qu'il fixe dans la main pour créer un greffon, et qui plaque tout donc avec une vis, et en fait ça va permettre à l'os, donc le scaphoïde, qui est un os assez particulier en plus puisqu'il est très mal vascularisé, et donc ça va lui permettre vraiment de se régénérer, quoi, tout simplement. Donc. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez peut-être? Parce que ça doit, dans le quotidien d'un sportif, arriver assez souvent les blessures. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, à réagir? Peut-être pour les boxeurs ou même les coureurs, c'est quelque chose d'assez fréquent. Charline, si tu veux commencer. Alors je pense déjà qu'être sportif de haut niveau, la première des choses, c'est d'être intelligent et de savoir s'écouter, sinon on ne peut pas durer dans le temps. Donc moi la première, je sais que si je veux tenir dans le temps, je dois faire énormément de prépa à côté. Donc des séances de kiné, j'en ai toutes les semaines. Pour moi, c'est la base pour pouvoir durer dans le temps. C'est faire attention à son corps, parce que le corps, c'est notre mécanisme pour pouvoir performer. Très bien. Est-ce que peut-être, pour rester dans l'univers de la boxe, Sophie, tu as peut-être quelque chose à dire sur les blessures, une expérience passée? Évidemment, un sport de combat, mais en fait, chaque sport a ses spécificités en blessure. C'est évidemment les sports de combat, on va être plus sur le visage. Nous, en boxe française, on avait le droit de toucher en pied, en poing au niveau du visage, mais on avait le droit de toucher aussi les autres parties du corps. Donc, ça réduisait les risques, on va dire, au niveau du visage. Quoique, moi, je me suis quand même cassé le nez à l'entraînement. Ça arrive, c'est les risques du métier. Ça se voit, hein. Ils m'ont pas très bien récupéré. J'ai cru à la chirurgie à un moment, j'ai cru que j'allais avoir droit à de la chirurgie, que dalle. Donc voilà. Mais après, tout le monde il n'y a pas que des blessures de fractures. Vous pouvez avoir des blessures de fatigue. Les tendinites en font partie. Évidemment, après, il y a les entorses, il y a plein de choses. Il y a les fractures de fatigue. La préparation physique a pour autant beaucoup progressé. Je crois que pour le haut niveau, on est quand même sur la science qui a le plus, ou le domaine qui a le plus progressé. Si vous prenez des disciplines il y a quelques années et la préparation physique qu'il pouvait y avoir autour, elle n'avait pas un tel haut niveau d'analyse. On a vraiment progressé. On est même beaucoup plus maintenant sur de la récupération, active ou passive. On l'a vraiment introduite. Avant, on était sur de la fatigue très 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 importante. Alors, on utilise cette fatigue, mais on l'utilise à bon escient. Et on est un peu plus sur l'écoute, en effet, des athlètes de haut niveau. Ça, c'est évident que maintenant, le rôle de l'accompagnateur, c'est d'écouter le sportif de haut niveau. Alors, et on les pousse à créer des efforts surhumains, en quelque sorte, mais il y a quand même une grosse écoute qu'il n'y avait pas forcément, et notamment dans la boxe. Alors, moi, je peux en témoigner. J'ai vraiment eu de la chance d'être accompagnée par des enseignants, mais on avait, quand on allait faire des combats et des championnats de France, des archétypes de ce qu'on peut trouver en boxe, où le coach n'écoutait pas vraiment son boxeur, où les entraînements étaient très violents, où les micro-traumatismes, il y en avait tout au long de l'entraînement, et nous, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on arrivait pour faire du combat, certes, on savait le risque qu'on prenait, mais au préalable, on essayait quand même de se protéger, et on prenait pas de KO à chaque entraînement. Donc pour ça, ça a quand même évolué. Merci beaucoup. On va peut-être passer le micro à Pablo, qui a une expérience extrêmement grande dans, pas la blessure, mais peut-être tout ce qui tourne autour. Je vais le laisser développer un petit peu. Oui, les blessures, donc on parlait des blessures qu'on peut se faire à l'entraînement, en compétition, en tout cas en rapport avec la pratique. Et après, il y a les blessures, moi, je parle pour moi, malheureusement au niveau de la santé en général, parce que je suis insuffisant rénal depuis mon plus jeune âge, et donc j'ai été greffé récemment. Ça reste une lourde opération. J'ai eu 4 opérations,
plus d'1 mois d'hospitalisation et un traitement assez lourd. Donc on peut associer ça à une blessure, un arrêt, finalement un arrêt du sport. Mais donc il y a cet arrêt du sport, cette dimension physique qui diminue, mais je pense que la notion du mental est essentielle et absolument importante dans le sport de haut niveau, puisque il est possible de travailler malgré une blessure, notamment donc mentalement, et beaucoup de choses prouvent que la gestion du stress, de la pression, la visualisation, etc. permet de maintenir en fait finalement l'entraînement et de s'améliorer malgré un arrêt lié à une blessure, et pour ma part du coup un arrêt extrêmement long qui me permet d'essayer d'optimiser tous les points de mon quotidien que je ne faisais pas avant, avec notamment la nutrition, le sommeil et l'hygiène de vie en général qu'il faut absolument optimiser pour viser le haut niveau et le très haut niveau. Et en aparté, tu me disais que pendant la période post-opératoire, le soutien d'Alexandre Maléry avait été très important. Donc avant de lui donner la parole, peut-être que tu veux préciser ces éléments. Exactement. C'est vrai que heureusement que Alexandre est là, parce que il faisait le lien avec la dimension universitaire, sportive et la santé qui m'a posé problème. Et donc c'est vrai que d'avoir ce soutien d'Alexandre qui simplement m'a envoyé de beaux messages et m'a particulièrement soutenu et resté informé de ma situation m'a permis de garder ce lien avec l'université, avec les obligations universitaires au niveau des cours, et m'a permis d'avoir une certaine flexibilité des aménagements pour la réussite de mon double projet, malgré cette période d'hospitalisation. Alexandre, tu voulais justement apporter Merci Pablo, mais bon, faut pas oublier que le combattant c'est toi, hein. Moi j'ai rien fait de particulier, mais en tout cas merci. La séquence s'intitule Tenir dans le haut niveau le corps et le mental. Je pense que ce qui est important, ce que disait un peu Sophie tout à l'heure, c'est que sur un niveau de pratique, à un moment donné, les sportifs, ils ont tous plus ou moins les mêmes qualités physiques, techniques, technico-tactiques. On est globalement sur un dénominateur commun. En revanche, ce qui va faire la différence, c'est d'anticiper à 360 degrés l'environnement du sportif, que ce soit sur l'aspect physique, l'aspect prophylactique, les préventions des blessures, ou l'aspect réathlétisation, la remise en chemin après une blessure, l'aspect mental. Je vois qu'apparaissent les termes de stress, de pression, on pourrait rajouter de dépression, d'overreaching, de burn-out, de tout ce qu'on peut imaginer, parce que en fait, on le voit à travers la séquence vidéo de Tanguy, c'est que trop souvent et très souvent, on voit le résultat fini d'un sportif, la performance, mais on voit pas le cheminement derrière. Et le cheminement, moi j'aime bien employer la métaphore du funambule. Ce sportif, en fait, il est sur un funambule, d'où équilibre fragile, ce qui est marqué ensuite. On est vraiment sur ce funambule qui va avancer au fur et à mesure de la saison ou de sa carrière sur ce fil, mais qui doit anticiper tous les aléas climatiques qu'il va rencontrer. Les aléas climatiques du vent, de la pluie pour le funambule, mais le sportif, ça va être les blessures, les contre-performances, la concurrence, enfin bref, tout ce qui arrive dans un sportif. Et donc c'est arriver à anticiper l'environnement à 360 degrés du sportif, à faire en sorte que tout ce qu'on peut maîtriser, on essaie de le maîtriser, mais aussi à faire en sorte qu'il y a une part qui est non maîtrisable et qu'il faut faire avec, comme les problèmes de santé ou des blessures qui arrivent, même si on a essayé de tout anticiper. Donc, et c'est ça qui est difficile, et j'insiste sur le fait que trop souvent, on voit le produit fini, on se dit « Ah, ben Antoine Dupont, pour nous en rugby, il a de la chance, il est trop fort. » Non, non, surtout pas. Un sportif de haut niveau, c'est 10 000 heures d'entraînement, c'est des phases très très basses, des phases hautes, une capacité de résilience, une capacité d'entraînabilité, c'est des concessions énormes. Enfin voilà, je pense que ce soit Charline ou Pablo, entre le sport de haut niveau et les études, je suis pas certain qu'on les voit tous les jeudis soirs au Times, quoi. Donc voilà, donc il y a vraiment des concessions. Ou s'ils le font, ils sont balèzes. Ouais, ils gèrent les trois vies. En tout cas, moi je les vois pas quand j'y suis.
Et Simon, tu pourrais ajouter des éléments toi, par rapport au groupe. Quand quelqu'un va pas bien au sein du groupe, c'est une autre dimension, ça, le collectif, parce que là on a des athlètes individuels. Ouais, c'est ça. Donc déjà, je valide le fait que pour anticiper la blessure, clairement. Tu veux le schéma là d'ailleurs? Non, pas tout de suite, plus tard. Je vous ferai mal à la tête plus tard. Okay. Non, d'arriver vraiment à capter la synergie du groupe en anticipant un max de choses, en quadrillant en fait ce que peut faire la performance de l'athlète. Alexandre parlait d'anticiper les choses à 360 degrés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire également. Mais nous, comme tu le disais, il y a une autre chose qui rentre en compte. Quand un joueur est blessé, c'est 39 copains qui ne sont pas contents que le joueur soit blessé. Voilà. Surtout quand c'est un bon joueur. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Je m'étais noté quelques notes. Je pense que c'est important de vous les partager. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur un climat qui tend vers l'ego ou un climat qui tend vers la maîtrise, sur le climat motivationnel? Et je pense qu'il faut arriver à faire les deux quand on entraîne pour que tout le monde soit connecté sur son bon niveau de est-ce que la compétition qui arrive, je la vois comme une situation de menace ou de défi, et ce qui permet derrière, quand il y a un pépin, de mieux canaliser les choses et mieux l'encadrer en tout cas. Et la dernière chose, je suis convaincu qu'aujourd'hui, donner des objectifs de résultats aux joueurs, ça augmente fortement la pression. Et que voilà, faut arriver à faire des deux et pour quadriller les choses. Mais en tout cas, voilà, le fait que la dimension collective, elle prend beaucoup de sens dans l'activité que j'encadre, ça peut avoir un impact très important sur tenir la première phrase, sur tenir dans le bon niveau de pratique et dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette chose-là qui fait qu'un sportif peut stepper, dans notre cas en tout cas, sur un niveau plus haut de pratique. Et c'est ce que tu as appris notamment au niveau théorique, là, en amont, le DU que tu as. Ouais, c'est ça. J'en avais connaissance avant, hein. Mais l'idée c'était de me renforcer sur cette dimension-là, tout ce qui était sur la notion de double projet, sur la santé mentale, pour mieux encadrer le joueur, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial. J'en discutais en aparté tout à l'heure avant d'attaquer la conférence, notamment pour les générations qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, avant on pouvait dire à un joueur tu fais, sois bon et tais-toi. Maintenant c'est plus possible. Et si on fait ça, on le voit, il y a des managers en top 14 qui sont en train de tomber parce que ils sont sur une démarche qui est un peu vieillotte maintenant et ça ne marche plus avec les nouvelles générations. Ils ont besoin de comprendre les choses. Alors, on va passer la parole à Marie Bessodou, qui dirige la fondation partenariale de l'université. Tu nous as parlé rapidement du fonds Unisport. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur le fonds Unisport? Donc, en fait, je pense que le fonds Unisport, il s'est créé fin d'année dernière. Et ça a été tout un process qui s'est fait un peu naturellement sur l'année 2025. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on a l'habitude à la Fondation d'échanger tout le long de la semaine avec notre réseau de mécènes. Et en fait, on observait, alors les mécènes, ça peut être des entreprises, des collectivités, des associations. Ça peut même être vous, en fait, en tant que particulier. On a beaucoup de particuliers qui nous font des dons au sein de la Fondation. Et en fait, tout ce réseau de mécènes, ils étaient premièrement dans la demande de davantage d'échanges et de soutien en faveur des étudiants de l'Université de Limoges. Et en plus de ça, ils nous demandaient en parallèle est-ce qu'on avait des thématiques dans le sport? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas du tout de thématique, que ce soit dans la recherche ou auprès des étudiants, de la thématique sportive, on n'avait pas de projet là-dessus. Et donc en fait, en parallèle, sont venus les premiers échanges avec Alexandre, qui lui avait le besoin justement de valoriser, d'accompagner un peu plus ces étudiants sportifs de haut niveau. Et on s'est rencontrés en ce sens-là. Et en plus de ça, alors est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne pense pas. Il y a eu au niveau de la présidence de l'université la nomination d'un VP sport, santé, inclusion, mais c'est le volet sport là pour le coup qui nous a interpellés. Et donc ça voulait dire qu'aussi d'un point de vue
sur la politique en tout cas universitaire, il y avait une vraie volonté d'intégrer le sport dans le projet universitaire global de l'Université de Limoges. Et donc du coup, on s'est réunis, donc Alexandre, Charles Dudognon, le VP sport de l'Université de Limoges et moi, et puis on a commencé à mener une réflexion où très rapidement, on s'est dit, ça nous est paru un peu évident qu'il fallait qu'on monte un outil qui soit dédié, qui soit engagé, qui permette en fait de créer du lien entre les partenaires, les mécènes et les étudiants qui étaient aussi dans le besoin d'être accompagnés financièrement, mais aussi d'être soutenus, d'être valorisés. Et donc c'est comme ça que le Fonds Unisport s'est créé. Je pense que ça a été une réponse collective, engagée, une réponse même territoriale, je dirais, puisque les collectivités étaient aussi dans l'attente de la mise en place de ce fonds. Moi, je me souviens la soirée d'ouverture du Fonds Unisport où Sylvie Rosette, du coup, dans l'ancienne équipe, du coup, maintenant que ça a changé, mais de l'équipe municipale, et qui était chargée au sport et qui a dit, en fait, c'est mon rêve depuis un moment de voir un fonds comme ça à l'université se développer. Et donc je pense qu'il y avait toute cette attente. Et puis on a été aussi, je pense que c'est tout l'écosystème qui a monté le Fonds Unisport avec nous, puisque nous, ça faisait quelques temps qu'on s'était rapproché du département STAPS. Je vois qu'il y a Sabine avec qui on échangeait beaucoup aussi, Alexandre, je pense à Sabine Chavigny aussi, Cédric Jarry. Donc il y avait un rapprochement sur d'autres projets en fait à l'université entre la fondation et le département. Et puis je dirais aussi qu'on voyait qu'il y avait un besoin en tout cas de l'envie de soutenir des sportifs de haut niveau auprès de notre réseau de mécènes, mais aussi auprès de clubs sportifs comme par exemple le LH, avec qui on travaille depuis un an et demi, je dirais, où ça s'est vraiment mis en place et qui soutiennent beaucoup les jeunes de l'Université de Limoges. Et suite un peu on entend beaucoup plus parler aujourd'hui du fonds de dotation du LH par exemple. Et depuis que le fonds de dotation s'est créé, et c'est marrant parce que c'est aussi via un étudiant de STAPS avec qui on travaille, donc ça fait un peu sens, ils nous ont beaucoup soutenus, et c'est là où on s'est dit il y a vraiment une attente, et donc ce fonds est né assez naturellement, je dirais. Je sais pas Alexandre si tu veux rajouter quelque chose, mais voilà comment le Fonds Unisport s'est créé, quoi. Et il s'adresse à toutes les étudiantes, tous les étudiants de l'Université de Limoges ayant le statut de sportif de haut niveau. Donc ça, c'était hyper important de monter ça avec Alexandre, avec le référent, puisque moi, toutes ces données-là, je les avais pas du tout. Et pour dire, avant qu'Alexandre Maléry m'en parle, je ne savais même pas qu'on avait, alors, des sportifs, oui, mais je savais pas toutes ces catégories, je savais pas qu'il y avait un accompagnement, je savais pas qu'on pouvait, qu'il y avait des si beaux palmarès aussi. Et donc il s'adresse, oui, mais au-delà des bénéficiaires qui sont les étudiants sportifs de haut niveau, je pense qu'il s'adresse aussi, le Fonds Unisport, aux entreprises, aux collectivités, comme je le disais, aux associations, même aux clubs sportifs, qui justement partagent les mêmes valeurs que nos sportifs et souhaitent justement les valoriser et s'impliquer à leur côté pour leur permettre de réussir, et pas que finalement quand ils ont fait un super résultat à telle ou telle compétition, mais dès le départ. En fait, ils voient un petit peu aussi les sportifs de haut niveau comme des ambassadeurs finalement de notre territoire, quel que soit leur résultat, il faut qu'on les soutienne dès maintenant. Et tu m'avais parlé d'une expo photo ? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. En fait, les fonds j'anticipe un peu, mais les fonds collectés, évidemment, ça va servir principalement à toutes les charges qu'ils ont en termes de pratiques sportives. Donc, ça peut être du déplacement, ça peut être des stages aussi où ils veulent participer. Et il ne faut pas oublier aussi le fait que d'avoir un réseau comme ça de mécènes, ça apporte de la crédibilité, de la visibilité aussi aux étudiants sportifs de haut niveau. Et donc, par exemple, oui, en ce moment même, on est en train de mettre en place donc, le fonds de dotation du LH et l'un des 3 premiers mécènes du fonds Unisport. Et ils sont venus vers nous il y a à peu près un mois, je crois, où ils nous ont dit, voilà, au-delà de notre soutien financier, nous, on veut valoriser ces sportifs. Et donc de là, une nouvelle réfléchit beaucoup à la Fondation, s'est mise en place avec le fonds de dotation du LH.
Et on a décidé de mettre en place une exposition photographique avec des photos qui, en noir et blanc, qui interpellent en fait finalement le spectateur qui va passer à côté. On avait vraiment envie que ça interpelle, qu'on voit à la fois le côté étudiant et sportif. Et pour ça, on a la chance d'avoir Victor Géron, qui est le photographe du LH, mais pas que, qui a aussi son entreprise de photographie et qui nous a réalisé, enfin on est en train de réaliser ces photos. Et donc pour toutes celles et ceux qui seront au dernier match du LH de la saison, le vernissage aura lieu dans le hall de Beaublanc, donc le 28 mai, ça y est, la date est arrêtée. Et l'idée, c'est vraiment que cette valorisation, elle se fasse pas que au moment de ce dernier match. L'idée, c'est que cette exposition, elle soit itinérante, elle soit intemporelle, comme le dit bien Alexandre, et qu'elle vive finalement dans le temps. Et donc, elle sera... c'est pas encore, les dates sont pas encore calées, mais elle sera par exemple exposée, le Crédit Mutuel qui fait partie aussi des mécènes du fonds Unisport, ils vont exposer dans leur agence à Jourdan. On est en train de réfléchir aussi avec la ville de Limoges pour qu'elle puisse être accessible dans différents lieux, à Beaublanc pourquoi pas à nouveau, pourquoi pas la mettre aussi en place au niveau de l'Open BLS qui est un grand tournoi de tennis. L'idée c'est vraiment que l'étudiant soit au cœur de cette exposition. Et puis, bien sûr, il y aura un petit encart où on pourra découvrir leur parcours et qui ils sont. Donc voilà, l'idée, c'est de les valoriser et de continuer ces actions. L'avantage, c'est qu'avec les entreprises, je pense qu'on a une force de frappe aussi au niveau de Limoges. Et l'idée, c'est que tous ces partenaires-là grossissent. Et là, on n'en est qu'au début, mais je pense qu'on commence plutôt pas mal. Et pour les étudiants de l'école là, qui nous écoutent, est-ce que tu peux présenter rapidement la fondation? Parce que j'ai dit la fondation partenariale de l'Université de Limoges, je ne sais pas si vous connaissez vraiment la structure, ses missions. Et donc si parmi vous, il y en a qui sont autres que sportifs de haut niveau, et c'est le cas, est-ce que la fondation a des actions autres ? Oui, complètement. La fondation partenariale, en fait, pour moi, c'est un outil stratégique de l'université. On est au service de l'université et l'idée, l'objectif principal, c'est de créer des passerelles entre le monde socio-économique et le monde académique dans son ensemble. Donc là, le fonds Unisport, forcément, c'est exactement ça, on le comprend bien. Et en fait, on va avoir tout un volet qui va peut-être moins intéresser les étudiants, mais c'est important de le préciser sur la recherche. On met en place des projets de recherche avec tous les labos. Enfin, en tout cas, là aujourd'hui, on a 7 laboratoires avec qui on travaille quotidiennement à la Fondation. Et puis, on a tout le volet sur la vie des campus et l'animation du territoire. Et ce volet-là, il se décompose en plusieurs ce qu'on appelle des campus. On a par exemple le campus solidaire, où on participe via des associations étudiantes à des distributions alimentaires. Nos mécènes nous donnent beaucoup aussi de matériel informatique pour justement favoriser l'égalité des chances, l'inclusion aussi. On met en place tout un tas de... Je pourrais en citer plein, mais je pense que c'est pas trop le but ce soir. Et pour les étudiants, donc on a le campus sport avec le fonds Unisport et on a le campus innovation. Et ça tombe bien, mais je sais que tu connais bien, Karine, ce campus-là, puisqu'on organise tous les 2 ans un challenge étudiant, le challenge communication et territoire, qui va avoir lieu aussi cette année, 2026. Donc on va venir vous voir dans les amphis pour vous démarcher dès septembre. Donc si vous avez la chance, l'immense chance d'avoir Karine en professeur, on sera là, parce que je sais que Karine nous ouvre beaucoup les portes de ses cours. Et l'idée, c'est de vous mettre en relation avec des entreprises, de répondre à un défi. C'est 3 soirées plutôt sympas. La première est à la Dalle en Pente, donc on y mange, on y boit pas trop. On travaille aussi, mais vous rencontrez des entreprises. On travaille sur la réalisation d'un clip vidéo, en fait, où vous allez réaliser un clip, où vous allez répondre à un défi posé par une entreprise. Et puis la 3e soirée, c'est la grande finale qui est organisée à l'Open BLS. On est partenaire de Sport Plus Conseil sur l'Open. Et là, bon, la première équipe gagne quand même 1 000 €. La 2e, 500 et la 3e, 250. Et il y a tout un tas de cadeaux, évidemment, à gagner. Donc on sera présent. Donc tu reviendras vers eux. On revient dès septembre avec Pauline qui est au fond et avec qui on va se déplacer dans les amphis, dans toutes les composantes. Ouais,
les lauréats des précédentes éditions, enfin de la précédente en tout cas, je crois que c'était une équipe de l'Annecy. C'était une équipe de l'Annecy qui a gagné le défi des Madeleines Bijoux, qui avait mis en place une application type Pokémon Go en fait, où il fallait, au lieu de récupérer des Pokémon, il fallait récupérer des Madeleines dans tout Limoges. À chaque fois, ils sont dynamiques. Ils sont assez motivés, ouais. Après, on essaye aussi innovant, que ça soit, comme c'est sur des soirées, on essaye de vous sortir du cadre scolaire, que ce soit sympa, cool. Même après, souvent, on reste un peu discuter avec les jeunes dans les différents endroits des 3 soirées. Donc voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Oui. Et L'Annecy, souvent, ils gagnent. Hein. C'est ça. Et Pablo disait que le réseau compte. C'est vrai que l'occasion ce soir de rencontrer des personnes, de participer à ce genre de challenge. Alors, je vous parlais du challenge Comet, mais peut-être qu'il faut dire communication et territoire. Mais le petit nom, c'est Comet quand même. Le diminutif, c'est Comet, okay. Oui. Simon, peut-être des précisions, toi, sur l'accompagnement, ou Alexandre qui veut... Je sais pas, non. Ce qui est important sur l'accompagnement, c'est la gestion du capital humain. Je pense que c'est quelque chose d'important et Simon en parlera bien mieux que moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi entraîneur de l'USAL. Et là, je mets ma casquette de responsable sportif. C'est l'accompagnement humain. Le capital humain, c'est quelque chose d'important. Et pour faire lien avec ce que tu as dit sur le fonds Unisport, lorsqu'on a voulu le créer, c'était d'accompagner les sportifs sur des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément accompagnés. Donc là, la dotation financière qu'on a pu récupérer, cet après-midi, on était en réunion, on a réfléchi à des clés de répartition de manière équitable pour les sportifs, pour les accompagner sur des vrais besoins. Alors, je ne sais pas s'il y a des faux et des vrais besoins, mais en tout cas des besoins pour lesquels certainement cela ne serait pas comblé. On parle par exemple de la préparation mentale, de l'hypnose, de l'accompagnement psychologique, mais aussi des frais de déplacement, parce qu'on a quand même aussi des sportifs isolés, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais des sportifs isolés qui sont hors structure d'entraînement. Donc en fait, le socle de tout ça et le terreau, on s'est dit de jouer sur le capital humain, c'est quelque chose d'important, au-delà de ce que peut apporter une université, à savoir de l'accompagnement pédagogique, universitaire, des aménagements d'études, etc., des changements de groupe, en fait, tout ce qu'on peut imaginer et qui est mis en place un peu à géométrie variable dans l'université. Mais c'était ce côté capital humain. Voilà. Tu parlais, oui, justement, on peut l'aborder maintenant. Tu m'avais mentionné des sportifs de haut niveau isolés. Oui, en fait, je pense qu'il faut... Isolés, ouais. Oui, isolés ou semi-isolés. Je pense qu'en effet, dans les sportifs de haut niveau, il faut distinguer des sportifs qui appartiennent à un collectif d'entraînement pur et dur, c'est-à-dire un club, une équipe, et des sportifs, et on en a sur les 72 sportifs de haut niveau de l'université, on en a qui sont des sportifs isolés dans la mesure où leur club est loin, et à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de route. On a des cyclistes, moi j'ai une cycliste en 3e année en STAPS, qui est cycliste professionnel, et son équipe, sa team, est à La Roche-sur-Yon, et donc elle s'entraîne toute seule. Donc en fait, je ne sais pas si c'est plus simple d'être sportif isolé ou moins simple. C'est lorsqu'on appartient à un collectif, ce qui est plus simple, c'est la dynamique collective. On est dans un groupe, il y a l'esprit d'équipe et tout ça, ça peut un peu porter. Dès l'instant où la dynamique elle est positive, elle est vertueuse, mais en tout cas ça porte. Mais en revanche, en termes d'organisation, c'est pas évident au niveau universitaire, parce qu'en fait l'organisation universitaire est tributaire des contraintes sportives du collectif. Que lorsqu'on est un sportif isolé, quelque part on peut s'entraîner un peu différemment sur des temps un peu off universitaires, mais malgré tout il faut arriver à s'entraîner tout seul et en distanciel avec le prépa physique qui nous envoie les séances à distance. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer ça, et moi le constat que je fais en matière d'accompagnement des sportifs de haut niveau, c'est qu'on a toujours des difficultés en gros à accompagner les sportifs de haut niveau de sport collectif, parce qu'on est tributaire de l'organisation club et de l'équipe, que l'accompagnement des sportifs individuel, c'est relativement plus facile, mais je pèse mes mots parce que je suis pas là pour dire que c'est bien plus facile d'être sur un sport individuel, loin de là. Moi, j'aurais bien été incapable. Mais en tout cas, sur l'aménagement, c'est un peu plus simple. Il y a moins de contraintes. Mais par contre, voilà, faut s'entraîner tout seul parfois, même si Charline et Pablo appartiennent à des collectifs d'entraînement, et à certains moments, ils s'entraînent aussi sur des collectifs, mais j'imagine qu'à des moments aussi, ils s'entraînent seuls. Enfin, là, pour le coup, il faudra peut-être leur donner la parole aussi sur cet aspect. Oui, d'ailleurs, vous êtes au LEC,
Non, toi, non, moi je suis à Limoges Athlé, oui. Et toi? C'est Limoges Athlé, pardon. Alors, est-ce que vous faites partie de collectif? Les horaires concordent? Comment vous... Bah oui, moi j'ai la chance, j'ai un bon groupe d'entraînement, on est nombreux et il y a une bonne diversité de personnes, donc voilà, pour se motiver tous les jours à l'entraînement, c'est évidemment plus simple que de s'entraîner seul. Après, on a aussi, j'ai un coach qui accorde beaucoup de temps et qui est bénévole. Et donc, il vient entraîner sur des heures d'entraînement à côté de ses heures de travail. Et donc, il y a aussi un petit peu cette contrainte temporelle où nous aussi, il faut donc du coup, sortir de cours, etc. Et essayer de se dépêcher pour aller à l'entraînement avec les autres. Mais voilà, ça reste différent des sports collectifs qui ont match tous les week-ends, qui doivent se déplacer souvent loin. Et donc qui ont ce souci d'aménagement de l'agenda. Et toi, Charline, j'ai déjà vu quitter un cours juste à l'heure parce qu'il y avait entraînement, donc c'est serré. Oui, alors pour ma part, je pense que du coup, le meilleur des soutiens qu'on puisse avoir, c'est vraiment l'entourage. Donc pour moi, mon entraîneur, il compte beaucoup et c'est vrai que si j'avais pas l'entraîneur chaque soir qui me prend les temps, le chrono, etc., j'aurais peut-être beaucoup plus de mal à finir les séances. Après, niveau équipe, chez les filles, on n'est pas énormément au Limoges Athlé en demi-fond. La plupart, elles n'habitent pas sur Limoges, en fait, donc on se retrouve surtout pour les compétitions. Et du coup, forcément, j'ai souvent des gars qui vont me livrer les séances, etc. Mais c'est vrai que, contrairement à Pablo, on n'est pas une grosse équipe et heureusement que j'ai l'entraîneur avec moi. Vous étiez au championnat de France de cross, il y avait pas mal de filles là. Oui, alors du coup voilà justement, mais déjà on n'a pas toutes le même entraîneur au sein du LA et en plus elles sont pas forcément sur Limoges et elles ont une vie professionnelle donc voilà c'est pas. Alors on parlait d'accompagnement, est-ce qu'il vous manque encore des choses? Est-ce qu'il y a des éléments lacunaires? Est-ce qu'il y aurait des améliorations? Vous avez des interlocuteurs ici? C'est vrai. Alors pour ma part, je pense que je peux progresser sur tout ce qui va être prépa mentale et aussi récupération. Là-dessus, j'ai beaucoup de travail à faire parce que ça fait que 1 an et demi finalement que je m'entraîne. Donc je fais que progresser sur plein de choses et je pense que je peux encore beaucoup jouer là-dessus. Surtout mentalement, il y a du travail à faire. Et toi, Pablo ? Moi, au-delà du soutien financier, comme je disais tout à l'heure à Alexandre, c'est vrai que nous, dans les sports individuels, l'émulation, moi j'ai la chance d'avoir un groupe, mais c'est vrai que ce sentiment d'appartenance, on peut l'avoir dans un club, mais arriver à l'université, quand on a fait une belle performance, avoir les encouragements ou les félicitations des professeurs qui s'intéressent, etc., c'est quelque chose qui est vraiment plaisant et qui donne envie de performer toujours plus. Si j'ai quelque chose à dire, ce serait peut-être essayer d'intégrer le plus de monde au projet et se sentir soutenu au-delà du financier ou du matériel, mais plutôt de l'humain en fait. Alors c'est maintenant que le mal de crâne arrive, puisque Simon va vous présenter un cadre conceptuel. Exactement, mais qui va vulgariser, rassurez-vous. C'est grâce à ça que j'ai signé à l'USAL. Non, en tout cas, voilà, on parlait de SUI tout à l'heure. Ce qui est important, en fait, c'est d'arriver à développer ce qui est écrit au centre, en fait, de la confiance avec les athlètes. Pour moi, des joueurs de rugby, et qui est vraiment une confiance mutuelle qui se met au centre. Donc ce modèle, il me parle à partir de là. Parce que cette confiance mutuelle au centre, je pense clairement que c'est la clé. Et après, donc c'est le modèle scientifique sur lequel on bosse à l'USAL, sur l'équipe première et l'équipe espoir également, qui prend en compte 4 composantes, la performance collective, vous voyez, donc sur toutes les notions de normes, de valeurs, les modalités de communication pendant la compétition, en dehors de la compétition, les rôles et statuts de chaque joueur, la cohésion d'équipe, toutes ces choses-là. Donc on pourra en parler pendant 12 heures de ce modèle. La deuxième composante, c'est la performance de l'entraîneur. Parce qu'on demande aux joueurs ou aux joueuses d'être bons,
Donc nous, on doit l'être aussi. Donc en prenant en compte les paramètres que vous voyez au-dessus. Moi, je bosse beaucoup avec la notion de leadership, notamment pour ceux qui sont initiés à ça, la notion de leadership transactionnel. Vraiment pour que c'est le leader qui est sublimé, en fait, qui ne donne pas de sanctions et qui pousse l'athlète à se dépasser pour ses valeurs. Voilà. Donc je crois beaucoup à ça, même si ça reste une utopie. Il faut passer par toutes les formes de leadership également. Mais prendre en compte aussi la performance du joueur à l'instant T et son équilibre affectif. Je pense que ce modèle, il est intéressant là-dessus aussi. Il n'y a pas que faire des passes, il n'y a pas que bien recevoir les ballons, il n'y a pas que bien donner des coups de pied en foot. Mais il y a aussi comment il est dans sa tête en fonction de la situation qu'il est en train de vivre. Et donc on revient en fait à tout ce qui est autour, l'environnement qui peut l'impacter, comment il se sent à l'instant T, et dans quel mood le joueur ou la joueuse peut être, quoi. Et la dernière chose qui me tient vraiment à cœur, aujourd'hui, s'il n'y a pas de cohérence de structure, la performance, clairement, elle ne peut pas être durable. Et c'est écrit en bas, la performance, c'est un processus à long terme qui peut parfois être aléatoire. On peut être nul un week-end et gagner un match. Par contre, on peut être très bon et puis malheureusement perdre le match. Donc, faut prendre ça en compte aussi, cette dimension aléatoire. Du coup, la dernière dimension, c'est sur la structure, donc le club ou l'association. Arriver à ce que tout ce que va faire le joueur, ça soit une vision partagée de la structure. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très dur à faire, parce qu'il faut que ça soit construit par tous les parties d'un club. Je vous donne l'exemple de l'USAL, on est 700 licenciés. Donc ça veut dire que la vision partagée doit être partagée par 700 personnes. Voilà. En tout cas, c'est tout le projet qui est en train de se mettre en place pour que ce modèle de performance soit dans la tête de tout le monde. Il commence à l'être dans beaucoup, mais voilà. Ok, alors on entre dans la dernière séquence et vous allez pouvoir poser les questions qui vous tiennent à cœur. C'est une séquence autour de la projection, de l'après-carrière. Peut-être questionner d'abord Sophie, puisque tu nous parlais de coaching et de ton activité France 3. Parce que mon sport de haut niveau est lointain, en effet. Mais non. Mais oui, alors, en effet, quand on est sportif de haut niveau, on l'a précisé, on n'est pas forcément sportif professionnel et donc on a souvent ce souci financier, en tout cas d'insertion par la suite, même si finalement maintenant sur le sport professionnel, l'insertion professionnelle et la formation est réellement intégrée maintenant dans le processus. En tout cas, à un moment, il faut se poser des questions en effet sur les études, et tu le disais très bien, c'est-à-dire qu'à un moment, être sportif de haut niveau, avoir fait des études, c'est la meilleure carte à jouer pour avoir une insertion professionnelle. Après, les études, c'est pas simple. C'est aussi pour ça que les fondations existent maintenant, pour aider les étudiants à mener ce double projet. Après, l'après-carrière, moi, c'est une succession, c'est-à-dire que j'ai en effet fait mes études, j'ai monté ma propre structure parce que je souhaitais rester ici. À l'issue du DESS, j'aurais pu intégrer des fédérations, et notamment la fédération de boxe. C'était pas mon choix. J'avais vu un peu comment fonctionnait cette fédération. J'avais pas très envie de travailler au sein de la fédération de boxe française. Donc j'ai monté ma structure parce que moi, le sport m'avait vraiment apporté quelque chose de fort dans mon équilibre, et je voulais que cet outil sportif puisse être utile, cet outil physique, d'activité physique, puisse être utile, pas forcément qu'aux sportifs de haut niveau et à l'élite. C'est pour ça que moi je travaille toujours sur l'insertion, principalement sur l'insertion à travers le sport, et je touche des personnes qui sont très 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 éloignées de la pratique sportive. Donc moi je suis passée d'un profil de sportif de haut niveau à j'accompagne principalement, même si j'accompagne aussi des sportifs de haut niveau, mais j'accompagne principalement des personnes très éloignées du sport et de l'activité physique quotidienne, c'est-à-dire qui ont des gros problèmes physiques, d'insertion, qui en sont très éloignés. Et l'activité physique est un véritable outil pour reprendre confiance en soi,
pour reprendre des valeurs, pour reprendre de la rigueur, pour écouter des consignes, pour reprendre un rythme. Enfin, moi, je travaille sur tout ça. Et c'était mon projet que j'ai mis en place dans le cadre d'une structure associative. Et après, on le dit souvent, c'est une histoire de rencontre. Ce qui s'est passé avec France 3, c'était une histoire de rencontre. En fait, j'ai participé à une émission sur un Téléthon. Et de là, on m'a dit pourquoi tu n'intégrerais pas l'équipe et pourquoi tu viendrais pas faire des chroniques. Et c'est allé très vite. Et en fait, c'est vraiment souvent une histoire de rencontre. Faut en effet s'ouvrir à ce genre de rencontres humaines, parce que c'est comme ça que souvent le destin avance en fait. Voilà. Et je ne sais pas si c'est exactement la... Mais le sport est toujours ton quotidien et oui. Tu peux nous parler un peu de la team débattante puisqu'il y a Sabine Villard avec nous. Oui. Alors moi ça m'a jamais vraiment quitté le sport. C'est vrai que je suis plutôt des personnes qui en sont éloignées, mais je suis aussi des sportifs de haut niveau et j'ai ce profil en effet où le sport ça fera toujours partie de mon quotidien. En effet, avec Sabine Villard, depuis qu'on était étudiante STAPS, notre projet c'était en effet de participer à un raid féminin international. Donc ça a été le raid Amazon au tout début. On a fait 2 raids Amazon qui se sont très bien passés puisqu'on a réussi à faire des podiums. Et puis on a fait une petite pause pour raison de blessure, ça arrive. Et là on repart sur le Corsica Raid bientôt. Voilà, donc ça fait partie en effet de notre quotidien. Et dans l'après, même si c'est pas tout de suite, Pablo, tu te lances dans la gravure laser entre autres. Exactement. Voilà, après ma greffe, j'ai eu pas mal de temps, une convalescence assez longue, et donc ça me tenait à cœur de rester actif, même si je n'avais pas l'occasion de bouger trop mon corps. Alors, avec mon frère qui me soutient énormément et qui est très présent, on a eu envie de lancer une activité, entre autres de la gravure laser, voilà, sur tout type de support pour personnaliser. Notre première activité, ça a été des médailles sur le bike and run organisé par Amosport. Et donc, c'est une petite aventure entrepreneuriale qu'on fait avec mon frère déjà pour passer du temps ensemble, parce que c'est très très important. Et puis aussi pour apprendre pas mal de compétences. Et finalement, j'y retrouve beaucoup de choses semblables au sport de haut niveau. Parce que voilà, il faut de la rigueur, il y a des échecs, il y a des moments où on est très content, il faut savoir se gérer, il faut s'organiser, et donc voilà, pendant ma convalescence, ça a été un moment très important et absolument nécessaire voilà, qu'on continue de poursuivre et qu'on espère développer au fil du temps. Et toi, Alexandre, l'après-carrière sportif haut niveau, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as préparé en amont ? Oui, en fait, moi j'ai toujours suivi des études pendant que j'étais sportif, enfin rugbyman de haut niveau professionnel. J'ai toujours suivi des études sur toute ma carrière, donc du coup, en fait, je pense que quand on parle de double projet, il faut vraiment identifier le parallélisme des formes. C'est pas j'ai le sport je m'occupe du sport, mais aussi accessoirement de mes études. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai équilibre, et qu'il y ait un vrai équilibre, c'est vraiment ça. Donc moi ça a toujours été le cas, voilà. Ensuite, il y a cette question d'équilibre, il y a la question aussi que je pense que quand on est sportif de haut niveau, Sophie en est le parfait exemple, on développe plein de compétences extracurriculaires qui sont en dehors de nos formations, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer en public, on voit avec Charline et Pablo, la capacité à avoir confiance aussi en soi, la capacité à se fixer des objectifs atteignables et à atteindre ces objectifs ou à tout mettre en œuvre pour les atteindre. Donc je pense qu'on développe des compétences. Et donc pour répondre à cette question, moi il y a eu en effet mon parcours de formation universitaire ou fédéral dans le monde du rugby, mais aussi j'ai jamais lâché les études, ce qui fait qu'à chaque fois en fait j'étais sportif, mais aussi j'avais le réseau qui allait avec le sport de haut niveau. Et donc ça m'a toujours accompagné, les études, le sport et le réseau. Donc la logique de réseau, elle est aussi importante. Et la dernière chose, et je pense que quand parfois, pas la semaine dernière, avant les vacances, j'ai reçu une sportive de haut niveau en judo qui apparemment
assez exceptionnelle dans son niveau de pratique et qui veut faire des études de médecine. Elle est en terminale, elle m'appelle, elle me dit voilà, j'aimerais faire des études de médecine. Donc j'ai envoyé un message au doyen de la fac de médecine et le doyen m'a dit à juste titre, à un moment donné, il va falloir qu'elle choisisse. Parce que passer une année de passe en faisant médecine et être sportif de haut niveau plus, parce que je pense qu'elle est sur le niveau mondial de sa catégorie, c'est impossible. Donc à un moment donné, je pense que quand on est sportif de haut niveau, il faut se poser la question du ratio coût-bénéfice des sacrifices. C'est-à-dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait? Parce qu'une carrière de sportif de haut niveau, ça dure 5 ans, 10 ans, on gagne peu ou pas d'argent, rarement beaucoup quand même au final. Derrière, il faut assurer les arrières et faire des sacrifices, oui, mais à quoi bon? Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Alors sur la logique plaisir, parce qu'on parlait du plaisir, et c'est capital de se faire plaisir, t'en parlais tout à l'heure, c'est capital, mais aussi, est-ce qu'il y a une utilité de faire des sacrifices sportifs au détriment des sacrifices de formation, quels que soient les types de formation, parce que la vie est longue. Et moi, très souvent, lorsque j'accompagne des sportifs de haut niveau, parfois j'ai des sportifs, là j'ai un étudiant en STAPS qui me dit « j'arrête le STAPS parce que je suis contacté par une équipe pro de vélo ». Je lui ai mis tout ça dans la balance et j'ai dit « après tu fais ton choix ». Et par contre, il ne faut pas se réveiller à 30-35 ans avec des remords et « si j'avais su ». Mais après, c'est dur quand on a 19 ans, 20 ans, qu'on est aux portes d'une équipe professionnelle de vélo dans cet exemple-là, et qu'au final, on se dit, ouais, je vais continuer mes études en STAPS pour au final faire prof de PS ou entraîneur, et peut-être que j'aurai les regrets de ma carrière sportive. Donc, enfin, je vous livre les choses comme ça parce que, en fait, la réflexion de l'après-carrière, pour moi, ça se prépare tout de suite, maintenant, quand on a 18-19 ans. C'est quelque chose, c'est un processus long et il faut toujours, enfin moi j'ai toujours pensé au parachute. Et si je me blesse, et si je contre-performe, etc. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose de capital pour moi. Et ton projet pro, Charline, est-ce qu'il pourrait être relié au sport? Enfin, céramique, est-ce qu'il y a des applications possibles ou tu distingues vraiment les deux? Oui, alors pour le coup, je distingue totalement les deux. Je pense que c'est important de concilier du coup le sport et les études, mais ça reste un équilibre très exigeant. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est un vrai atout dans le sens où les études vont m'apporter un équilibre mental, tandis que le sport apporte une discipline au quotidien. Puisque, comme on le sait, être sportif de haut niveau, ça dure qu'un temps, et je pense que c'est important de ne pas être défini uniquement par le sport. Petits ajouts. Moi, je me posais la question de l'accompagnement des sportifs de haut niveau une fois que les études sont finies. Là, l'université n'a pas un suivi des alumni, enfin des... Alors pour l'instant, nous n'avons pas mis en place d'alumni. On y pense, enfin moi j'y pense, ça fait partie des petits objectifs de développement du sport de haut niveau. On ne suit pas les sportifs, on n'a pas d'études quantitatives ou qualitatives de suivi des sportifs de haut niveau sur l'insertion professionnelle ou sur le côté sportif. Mais par contre, créer un réseau d'alumni et créer, ce que disait Pablo, un réseau et un sentiment d'appartenance à l'université et à la famille des sportifs de haut niveau, moi j'y pense fortement. D'ailleurs, le fonds Unisport, j'en parle en direct, comme ça vous serez témoin. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse aussi nommer peut-être les promotions avec des noms de sportifs, des choses comme ça, ou je ne sais quoi. Enfin bref, on verra, on va pas faire la réunion maintenant. Mais l'idée c'est ça. Mais non, les sportifs de haut niveau, pour l'instant, on n'a pas d'alumni, mais peut-être que dans 5 ans, lorsqu'on refera la même table ronde, peut-être qu'on aura des alumni devant et qui pourront être porte-parole de ce qu'ils ont eu les années précédentes. Oui, Sophie. Juste dire que quand on est sportif de haut niveau, on développe des qualités et des qualités qui sont utiles dans nos études. Ça, c'est évident. On prend juste même avant d'arriver à l'université, les sportifs de haut niveau qui vont passer des épreuves au bac et qui vont passer donc des oraux sont souvent beaucoup plus à l'aise sur la gestion du stress que n'importe quel autre bachelier. En fait, il y a quand même vraiment du positif à être sportif de haut niveau puisque en fait, on développe beaucoup de qualités, des qualités de concentration et d'analyse, et etc. Et alors pour moi, ça a vraiment été extrêmement intéressant de voir que quand j'étais sportif de haut niveau,
je retenais beaucoup plus facilement l'ensemble de mes cours parce que j'avais une capacité d'attention bien plus intéressante et j'étais entraînée pour faire ça. Je devais traiter des informations sur mes reprises, en fait sur l'échange, sur le combat. Et traiter l'information, ça veut dire être concentrée, être vigilante sur tous les coups qui arrivaient. Et quand je me posais devant mon cours, j'étais dans le même type d'entraînement. Mon cerveau était entraîné. Donc être sportif de haut niveau, ça peut quand même... Enfin, il n'y a pas que du négatif, et il y a même beaucoup de positif dans la gestion des études par la suite. Donc ça développe des compétences transversales, des aptitudes. Tout à fait. Oui. Alors Alexandre, un petit ajout, puis après on va vous faire passer le micro, je ne sais pas où il est. Non, une dernière chose, et là je vais faire mon vieux avant l'âge, ou peut-être que je suis déjà vieux, je ne sais pas, mais en fait on dit souvent les jeunes de maintenant, le goût de l'effort, le travail, etc. Et en fait, oui, voilà, ils n'aiment pas ça, ils sont feignants, c'était mieux avant. Et en fait, les 72 sportifs de haut niveau, enfin, d'ailleurs Marie pourra en témoigner, la première remarque qu'elle m'a faite après le gala de la Fondation, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont chouettes. Qu'est-ce qu'ils sont chouettes parce que bien équilibrés, et puis c'est des modèles en fait de travail, d'effort, d'abnégation, de simplicité, mais c'est des têtes, ils ont la tête et les jambes quoi. Et donc en fait c'est chouette de pouvoir accompagner ces sportifs de haut niveau parce que c'est des vrais modèles. Et oui, notre jeunesse elle est quand même belle, voilà. Donc faut quand même les féliciter aussi. Tout à fait. Alors on peut applaudir les intervenants, qu'on remercie du temps qu'ils nous ont consacré.